Alors bonjour à tous. Nous allons rentrer dans le vif de deux sujets, deux projets de recherche. Ça a été la demande faite par les organisateurs que je remercie pour cette invitation. Alors après Monique Rotentonder, on va essayer d'être enthousiaste, curieux, audacieux, de maîtriser l'art oratoire, humble. Voilà, on va essayer de compiler toutes ces qualités. Sans doute pas, voilà. L'objet, c'est vraiment de vous montrer en pratique des sujets dont vous avez sans doute entendu parler. Le premier ayant fait l'objet d'un financement PHRIP, et puis je parlerai du deuxième. On va peut-être commencer par se présenter. Je vais laisser parler Anne juste après. Moi, je suis Judith Leblanc. Je coordonne la recherche paramédicale au niveau d'un grand groupe hospitalier de Saint-Antoine-Tenon-Trousseau-Rothschild et qui s'est encore élargi ces derniers temps, donc à la PHP. Et j'ai deux casquettes en ce moment. Je coordonne un projet de recherche, je vais en parler plus longuement juste après. Et pour l'autre partie, j'ai des missions data scientist sur l'entrepôt de données de santé de la PHP. On travaille depuis longtemps ensemble avec Anne, c'est pour ça qu'on fait deux présentations distinctes à deux voix, mais avec des collaborations depuis longtemps sur l'accompagnement de projets de recherche, avec des interactions qui ont permis à l'une et à l'autre de grandir au fur et à mesure. Voilà, j'espère que ça permettra qu'il y ait des discussions après sur ces sujets. Bonjour, je suis Anne Perrotto. Donc là, je vais vous présenter un sujet que j'ai entrepris quand j'étais infirmière dans un service de réanimation pédiatrique et néonatale. Et du coup, Judith a co-écrit, réalisé ce projet avec moi. C'est moi qui le présente, mais c'est une équipe, hein, comme ça a été dit précédemment. On ne fait rien tout seul. Du coup, l'objet de cette recherche était sur l'efficacité du regroupement fœtal en association avec la succion non nutritive chez le grand prématuré lors des glycémies capillaires. Je vais un petit peu détailler, sans trop détailler non plus, le contexte et le pourquoi de cette recherche. Et cette recherche, elle a été en partie financée par la DGOS vis-à-vis de l'appel à projet PHRIP et également par la Société française d'études et traitements de la douleur via la fondation CNP Assurance. La recherche de fond est un métier à part entière pour les recherches, je crois. Donc j'ai évidemment collaboré avec les professeurs des deux services concernés qui étaient la réanimation et la néonatologie, professeur Renolo et professeur Mittanchez, et puis le CRC Est. C'est ça. Alors pourquoi la prématurité? Parce que c'est dans le service dans lequel je travaillais, tout d'abord. Déjà, en termes d'épidémiologie, ça concerne 7,5% des naissances en France, et dont 10% sont en très grande prématurité. C'est le choix de notre population là. Ce qui m'intéresse comme topic personnellement en tant qu'infirmière, c'est la douleur, donc d'où cette étude. Chez le prématuré, on a une immaturité des contrôles inhibiteurs de la douleur, donc avec potentiellement une douleur plus importante qu'un enfant standard. On est très limité dans les antalgiques pharmaceutiques parce que peu d'études et beaucoup de conséquences sur l'enfant, donc on est très prudent sur son utilisation. On observe, ça c'est par d'autres études, c'est les études EpiPen qui ont été menées par Ricardo Carbajal, que les actes invasifs sont très fréquents dans les premiers jours de vie, dans les réanimations néonatales et les services de néonatologie. Donc on a une moyenne de 16 par jour. C'est une moyenne, en sachant que certains en ont que 2. Donc je vous laisse imaginer l'inverse. Et surtout, on constate des conséquences à long terme de la douleur sur l'évolution des enfants, surtout au niveau neurologique. Donc, je fais partie d'un service où on travaille sur les soins de développement sensorimoteur. Pour ceux qui connaissent un petit peu le secteur, il y a plusieurs écoles en ce moment sur la prématurité. Il y a des écoles NIDCAP, il y a plusieurs écoles de soins de développement. Nous travaillons selon l'école de Bullinger, qui est une école suisse. L'idée, c'est d'être le plus centré sur les besoins de l'enfant et le moins délétère par nos soins et l'organisation des soins sur l'enfant. Donc on travaille beaucoup sur tout ce qui est surstimulation, qui peuvent être le bruit, la lumière, des touchés inappropriés, l'intégration des parents auprès de leurs enfants, et en l'occurrence une technique qui est la manœuvre de regroupement fœtal, qui était utilisée en pratique dans les services, mais qui
au moment de l'étude, avait peu de publications, mais qui était une pratique courante des infirmières et surtout des puéricultrices, qui l'utilisaient dès qu'un enfant était un peu agité et qu'elles le remettaient, donc on appelle ça regroupement fœtal, dans la situation similaire de l'enfant dans l'utérus, enfin, dans le ventre de sa mère. En revanche, très peu de littérature. Donc, comme je vous le disais, on est limité dans l'utilisation du sucrose chez le grand prématuré. C'est très largement publié chez l'enfant à terme, en l'occurrence chez l'enfant prématuré. On a des recommandations actuelles qui visent à limiter son utilisation, pas plus de 4 par jour. Donc du coup, si on a 16 gestes invasifs douloureux dans une journée, vous voyez bien que les 4 utilisations de saccharose ne vont pas suffire à provoquer une antalgie suffisante pour l'enfant. On a peu d'autres alternatives validées en termes antalgiques et non pharmacologiques et non pharmacologiques, pardon. Et au moment de la mise en place de cette étude, il n'y avait qu'une étude qui étudiait le regroupement fœtal seul en antalgie. Nous trouvions, nous, pour la construction de l'étude, que de proposer en bras contrôle aucun contact, aucune solution antalgique pour l'enfant était éthiquement peut-être discutable, et puis surtout avec le niveau de connaissance qu'on a sur la douleur de l'enfant, ça ne nous paraissait pas faisable. Et on a envisagé une étude où on comparait l'efficacité du regroupement fœtal par rapport à un bras où on proposait la succion d'une tétine sans saccharose, puisque l'idée c'est d'avoir d'autres alternatives, mais de quand même proposer une solution antalgique à l'enfant. Donc, le critère principal que nous avons choisi, c'est donc évaluer l'efficacité du regroupement fœtal associé avec une tétine d'eau stérile, donc pas de saccharose, lors d'un prélèvement capillaire, puisque c'est un soin très courant chez le nouveau-né, comparé à la tétine seule chez le grand prématuré. On a choisi le score PIPP, qui n'est pas un score utilisé en pratique courante, parce que ça nécessite de filmer les enfants et de réaliser un temps d'observation de la vidéo, puisqu'on observe l'enfant sur ses variations de comportement. Et en objectif secondaire, on a utilisé une autre échelle de douleur qui est la DAN, qui est une échelle franco-française, et qui permet d'observer la douleur sur des temps très courts et donc d'avoir un comparatif des niveaux de douleur. Donc c'était un essai contrôlé randomisé ouvert qui concernait 2 centres. Alors 2 centres parce que ça concernait 2 secteurs, avec une réanimation, donc un niveau de périnate niveau 3 et un niveau de périnate niveau 2. Les inclusions étaient réalisées entre avril 2014 et août 2015. Avec une information aux parents, un recueil de consentement. Et ensuite, après l'inclusion, les enfants avaient la séquence filmée sur le premier soin suivant l'heure d'inclusion. En respectant les plages de soins prévues, on n'allait pas provoquer des soins pour l'étude, évidemment. Donc les critères d'inclusion, c'est la grande prématurité, des enfants de 28 semaines à 31 plus 6, avec une succion efficace, puisqu'on leur propose une tétine. Dans les 48 premières heures de vie, ce choix, c'était pour se limiter sur la mémoire de douleur de l'enfant, c'est parce que ça peut être un biais d'analyse vu le nombre de gestes invasifs qu'ils peuvent recevoir. Et pour l'étude, nous avions le besoin d'avoir au moins un consentement des parents, voire les deux, au moins le deuxième parent de façon orale, avec un délai de réflexion de 8 heures. On a eu très peu de refus, enfin, très peu. Donc du coup, le critère de jugement principal sur le score de PIPP, c'était le premier geste de la séquence, comme je vous l'ai dit. Le soin filmé était ensuite analysé par 2 experts qui ne connaissaient pas l'intention de l'étude. Donc quand on dit experts, c'est des personnels habitués à la population des grands prématurités, formés à l'évaluation de la douleur, que je n'ai pas rencontré pour ne pas avoir de biais sur cette étude. Et ensuite, il devait analyser finement la grille d'observation, ce qui était quelque chose d'assez difficile, parce que c'est une grille qui est très précise. Pour vous donner un exemple, on mesure la variation des battements de sourcils ou la variation battement des ailes du nez. Enfin voilà, c'est des choses très très subtiles. Alors quand on a des enfants qui bougent un peu, etc., ça complexifie les choses. La calcul de taille de l'échantillon, on voulait une réduction de 20% du score de PIPP avec le bras tétine et regroupement fœtal. Il fallait inclure 60 enfants. Donc ça, c'est pour vous donner un petit peu le timing de l'étude. Donc pour l'étude, on choisissait de commencer la séquence de soins par la glycémie capillaire. Après, on faisait d'autres soins à l'enfant. Du coup, on filmait toute cette séquence-là. L'observation par l'échelle de la douleur commençait à moins 15 secondes avant l'effraction cutanée.
il y avait le temps d'analyse au niveau de l'effraction cutanée par la DAN, et ensuite la première échelle, la PIPP, regardait les variations sur le temps qui suivait jusqu'à 30 secondes après l'effraction cutanée. Et la DAN, donc l'échelle, le deuxième objectif de l'étude, était réévaluée aussi à 3 minutes après le soin. Donc nous avons dû exclure un enfant puisque les parents se sont rétractés après l'étude sur leur accord. Donc on a respecté, on n'a pas utilisé les données. Et on a majoré les données pour cet enfant. Et ensuite, on a perdu une vidéo dans les histoires de transfert de vidéos. C'est très logistique comme problème, mais c'est une réalité. Et voilà, donc nous avons dans le bras contrôle 29 enfants et 30 dans le bras intervention. Pour la vidéo perdue, c'est pareil, on a dû scorer au maximum les résultats. Il paraît que c'est une belle courbe. Moi, c'est ma première et je ne sais pas. Donc, peut-être que vous connaissez. Voilà, courbe d'inclusion. On était parti sur 1 an. On a dû prolonger de 5 mois l'étude pour avoir tous nos enfants. Les prématurés arrivent surtout au mois de mai et juin. Sachez-le si vous faites des études sur la prématurité. On avait des groupes assez homogènes en termes d'âge gestationnel, autour de 30 semaines d'anémonorrhée. Au niveau des poids, pareil, on était similaires. On a peu de variations sur les deux groupes, donc ce qui permet de penser que notre étude est assez solide de ce point de vue-là. Alors, les résultats étaient un peu décevants, je dois le dire. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Moi, l'infirmière qui pensait que c'était une super technique. Donc sur le PIPP, on n'a pas nos 20% de gains par rapport au groupe contrôle. Le bras intervention avait un score à 8, donc comme c'est des scores de douleur, on va avoir le score le plus bas possible. Et le score dans le groupe contrôle était à 9,5, ce qui est certes une amélioration, mais pas suffisante au regard de ce qu'on attendait. Juste pour les données pour le film, parce que le critère principal a été un vrai sujet sur la façon dont on allait mesurer par du visionnage vidéo, parce qu'on augmente la subjectivité, même si les grilles d'échelle d'évaluation de la douleur sont censées être très objectifs, et que du coup, pour 10 enfants, on a dû faire un visionnage par un 3e expert pour trancher, parce que les différences de notation étaient trop différentes, étaient supérieures à 50% entre les 2 experts. En revanche, sur le 2e critère qui était la DAN, on a plutôt eu des scores surprenants et on s'est aperçu que la récupération de l'enfant à 3 minutes était beaucoup plus intéressant dans le bras avec regroupement fœtal que le bras contrôle avec la tétine seule. Donc ça, c'est un résultat qui est intéressant cliniquement et en pratique professionnelle. Et il n'y a pas eu non plus de grande disparité d'évaluation par les 2 observateurs. Donc la discussion, c'est que l'association du regroupement fœtal avec la tétine n'a pas amélioré nettement le score douleur. En revanche, il a amélioré la récupération. Ça suggère une meilleure récupération. Alors évidemment, une étude c'est long, hein. On a mis 5 ans, 6 ans, 7 ans, je ne sais plus. Je compte plus. Enfin voilà, moi ça m'a paru très très long. Et évidemment, quand on commence une étude, il y a d'autres publications qui sortent et qui viennent compléter ou permettre de discuter un petit peu nos résultats. Donc les résultats qu'on a trouvés, on a retrouvé cette notion de récupération dans d'autres études du même type sur le regroupement fœtal. Tout le monde s'est mis à étudier le regroupement fœtal. Donc en fait, j'étais à la mode, contrairement à ce que je pensais. C'est le premier essai qui évalue le regroupement fœtal avec l'association avec la tétine seule. Il n'y avait pas d'autres études, donc on peut se féliciter. C'est un échantillon qui est assez large pour cette population et ça apporte des données dans une population qui jusque-là est peu étudiée en termes d'antalgie et surtout de moyens non pharmacologiques. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de paramédicaux dans cette pièce, mais on a peu d'études sur tout ce qui est méthode paramédicale. Voilà, je crois que c'est ma dernière diapo. Ah non. Alors ça, c'est les autres études, en fait, des comparatifs d'autres études sur les mêmes sujets. Donc soit on a des populations beaucoup plus grandes avec des prématurités qui vont de 28 semaines à limite 40 semaines. On a aussi d'autres échelles de douleur, parce que dans les échelles de douleur, c'est aussi lié au pays dans lequel on vit. Il y a peu d'échelles internationales à part la PIPP. Et voilà, je crois.
Ce qu'on devrait retravailler, si on devait recommencer, c'est peut-être travailler sur l'harmonisation des observations des experts sur les séquences vidéo, puisqu'il y avait eu des variations et qu'en fait, il y a toujours un biais de subjectivité, même si l'échelle est faite pour pallier à ce biais-là. D'autres études, du coup, ont mis en place des espèces de training et d'ajustement entre les observateurs pour qu'ils puissent avoir des chiffres à peu près corrélés dans l'interprétation. Ce qu'on n'a pas fait dans cette étude, c'est de proposer le regroupement fœtal en fonction de l'enfant. Il y a des enfants qui le tolèrent mieux, d'autres pas. Nous, on a proposé ça de façon standard, ce qui est un peu à l'encontre des soins de développement, hein. Mais voilà, il fallait bien passer par ce travail-là. Et ce qu'on n'a pas étudié non plus, c'est un ensemble de soins, parce qu'évidemment, les enfants ne reçoivent pas qu'un soin, mais un ensemble de soins. Et est-ce que le regroupement fœtal a un réel intérêt sur aussi un ensemble de soins? Enfin, plein de perspectives de recherche. Donc voilà, c'était très intéressant de mener cette étude. Ça a permis de donner du sens aux équipes aussi. Enfin, là, je fais une aparté sur le topo, mais en termes de soignants, c'était assez valorisant pour toute une équipe. Il y a eu une très très forte mobilisation des deux équipes à la participation de cette étude, donc avec des attentes de résultats derrière. Donc ça, c'était intéressant pour l'équipe aussi de se valoriser. Et puis surtout, ça a permis de donner du sens dans les soins et de pouvoir argumenter la technique du regroupement fœtal ou pas, ce qui jusque-là restait quelque chose d'un petit peu très subjectif et pas très affirmé, et de pouvoir enrichir en termes de littérature, c'est toujours intéressant dans une équipe. Voilà, c'est un petit peu bateau ce que je dis, mais c'est pas anodin. Alors, je vais laisser peut-être la place aux questions si il y en a. Je pense que Anne a réussi le pari d'être très humble, puisqu'elle a oublié la dernière diapo qui est oubliée ou volontairement non mentionné le fait que son travail a été publié dans la première revue infirmière sur le plan international qui s'appelle International Journal of Nursing Studies. Donc je pense que c'est une contribution majeure pour que ce type de résultat soit porté à la connaissance de la communauté scientifique et infirmière sur un plan international, et je pense qu'il faut s'en réjouir et il faut en faire parler. Il faut aussi savoir qu'au niveau hospitalier, c'est un enjeu parce que ce type de revues, vous le savez, sont très bien cotées au niveau SIGAPS. On a 4 revues infirmières, désolé pour les noms d'infirmiers et paramédicaux de la salle, on parle beaucoup d'infirmiers, mais 4 revues infirmières qui ont des SIGAPS A aujourd'hui, ce qui représente à l'échelle hospitalière l'équivalent d'une publication dans New England, dans Lancet ou dans JAMA, etc. Si on se compare à nos homologues qui font de la recherche sur des sujets médicaux. Donc voilà, c'est une belle aventure. S'il y a des questions pour Anne, c'est peut-être plus cohérent de les poser maintenant. Bonjour, Farid Aït Mohamed, cadre de santé, infirmier de filière. Est-ce que cette première démarche de recherche a amené d'autres démarches qui suivront dans le même domaine et aussi du fait de la publication à l'international? Alors, oui et non. Excellente question. Et voilà, excellent sujet dans ces temps qui deviennent très difficiles. Oui, ça a amené d'autres... Enfin voilà, nous, le groupe de travail autour de ces problématiques-là, évidemment, il y a plein d'axes qu'on voudrait retravailler et étudier. Et voilà. Ça a planté des graines au niveau de l'équipe, au niveau de certains infirmières, psychomotes, de pouvoir réaliser de tels projets. En revanche, les gens que j'ai côtoyés ont vu ce que ça a coûté et tout le monde n'est pas prêt à s'investir de telle sorte. Je n'ai pas forcément véhiculé qu'une bonne image de la recherche. Parce que c'est beaucoup de temps perso, parce que on a peu de moyens. Enfin, j'étais dans un hôpital où on m'a donné quelques heures pour travailler, mais ce n'était que sur mon temps personnel. Voilà, donc ma gratitude personnelle, elle est très importante. Maintenant, les retombées autres, il n'y en a pas.
C'est pas comme des médecins où ça permet d'accéder à autre chose. C'est pas comme des médecins où les publications sont plus largement diffusées. Donc on n'a pas, nous, cette attente-là. C'est pas pour ça que je l'ai fait non plus. Hein. Mais du coup, le bénéfice, je pense, au niveau paramédical n'est pas assez, pour l'instant, on va garder espoir que ça le fasse, assez intéressant pour que ça puisse pousser des gens à faire cet effort-là. Je trouve qu'en ce moment, l'effort, il est sur de pouvoir aller travailler. Donc voilà, mais c'est la réalité aussi du terrain. Moi, je trouve qu'en l'occurrence, Anne a le courage de le dire. Pour toutes les personnes qui accompagnent des porteurs de projets comme Anne, notre challenge et notre raison d'être maintenant, c'est que des personnes comme Anne continuent à faire de la recherche et c'est sûr qu'on va lui laisser un peu de temps pour souffler. La publication est parue en tout début d'année dernière. Ça a été une aventure extrêmement longue pour Anne parce qu'il y a eu un premier cofinancement et puis le PHRIP dans un second temps. Les temps d'inclusion, vous savez, c'est très long, les temps de suivi, le temps de cleaner la base, enfin nettoyer la base, de rédiger les résultats. La seule chose pour laquelle ça a été très court, Anne, et en l'occurrence c'est relativement rare, donc il faut le saluer, c'est que la première soumission était la bonne. La première soumission au journal IJNS, c'était le journal et l'éditeur qui a souhaité publier ses résultats. Donc un cursus long, mais qui est exemplaire de tous ces projets de recherche. Et je pense qu'on a tous des responsabilités, Anne y compris, hein, mais pour garder des personnes qui ont construit des compétences sur ces sujets, qui, à l'avenir, on l'espère, les réutiliseront et en feront quelque chose. Moi, je voulais savoir comment l'idée vous était venue. Est-ce que c'est votre pratique? Est-ce que c'est en discutant avec vos collègues? C'est en lisant une revue? Voilà. Alors en fait, l'idée est venue parce que je venais d'autres services avant d'arriver en réa néonat et j'avais un cursus douleur assez prononcé, donc c'était une problématique qui m'intéressait. Et je regardais ces puéricultrices qui me formaient quand je suis arrivée et puis après, pratiquer ce regroupement fœtal et je disais mais tu fais quoi là? Et elle disait mais tu vas voir, ça le rassure, il est bien. Et je trouvais cette pratique un petit peu curieuse. Donc après, comme on était dans un groupe douleur où on était assez dynamique, on a rencontré l'équipe de l'URC qui est venue présenter parce qu'il y avait un médecin qui voulait faire un PHRC. Et du coup, on a rencontré cette équipe et en fait, nous, on avait des sujets comme ça. On dit ouais, ça pourrait être intéressant. Enfin, on en sait un petit peu. Et ils ont dit ouais, ça c'est l'objet d'un PHRI. Et moi, je me suis saisie de ça avec le groupe douleur. Alors après, on était un groupe. C'est vrai qu'à la fin, on est un peu tout seul à porter avec l'URC, hein, mais tout le groupe douleur, ils n'étaient pas aussi présents. Ils ont été très présents pour les inclusions, etc. Mais après, pour le montage du projet, c'est autre chose. Et par contre, j'étais très soutenue de ma cadre, mon chef de service là-dessus. C'était des très bonnes conditions. Donc voilà, l'idée, c'était ça, ce truc un petit peu fantasque. Et je me disais, mais c'est bizarre. Et voilà. Et après, on est parti sur la recherche. Et après, on découvre la face cachée de l'iceberg. Oui, bonjour, moi je suis Thérèse Petit, je suis cadre à Necker. Et en fait, ce qui m'intéresse, c'est aujourd'hui, en tout cas par rapport à ce que vous avez présenté, c'est comment finalement les résultats de ces recherches ont été réinvestis dans les pratiques soignantes. Déjà, notamment, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui dans les services où vous avez mené votre recherche? Et est-ce que vous savez si finalement il y a eu des retombées dans la prise en charge des prématurés dans les autres centres qui prennent en charge des prématurés? Alors, le service en question de la réanimation, ce qui s'est passé, c'est comme je le disais, il y a c'est 75% des infirmières qui ont participé vraiment à l'étude et 95% des auxiliaires. Ce qui est quand même... voilà. Donc du coup, toutes avaient une vraie attente sur cette étude. C'est-à-dire que souvent, quand on est infirmière, on participe à des études médicales, on ne sait pas ce qui s'y passe, on ne nous dit pas les résultats, on ne va pas les demander. Enfin, voilà. Là, en l'occurrence, tout le monde avait une attente. Donc en fait, les gens nous demandaient les résultats, tu les as quand, qu'est-ce qui se passe, etc. Donc voilà, ça a permis d'argumenter, parce que même de présenter l'étude, on a reparlé des recommandations et on a permis aussi de présenter les publications qui existaient et d'avoir une espèce de confrontation scientifique sur des choses qui, pour elles, paraissaient anodines. Donc du coup, ça a renforcé, en fait, je dirais, la connaissance et l'argumentation des gestes dans les soins. Donc comme on l'a fini quand, en 2000, il y a 3 ans maintenant ? On l'a terminé il y a 3 ans. Le service de réanimation, il y a un turnover phénoménal qui s'aggrave.
Du coup, il y a des référentes qui ont vécu cette histoire, qui le véhiculent toujours. Je pense qu'il y a de la perte d'informations. C'est un service dans lequel je ne suis plus, donc je ne peux plus mesurer cette finesse-là. Voilà, je sais qu'il y a eu de la perte. Et en fait, toute cette énergie-là, elle a servi, je pense, elle laisse des traces, mais en fait, il faudrait la réimpulser. Voilà, c'est la difficulté. Après, sur les autres secteurs, je ne sais pas. Je prolonge un petit peu. Est-ce que du coup, votre travail, par exemple, vous le présentez dans les IFSI ou pas? Non. Jamais. Non. Après, je vais vous dire, j'ai fait une présentation sur l'hôpital. Il y avait, avec campagne d'information générale, il y avait 5 personnes, quoi. Non, mais je caricature. Il y avait mes amis. Judith était en train d'accoucher. Voilà, et du coup, non, mais en personnel pur, il y avait très peu de gens, mais parce que c'est une réalité, c'est que c'est difficile de se déplacer sur son temps de repos, que ça parle pas forcément. Ceux qui étaient impliqués, voilà, et après, il y avait des gens qui avaient déjà eu les résultats, donc la présentation des résultats, ils n'avaient pas forcément envie d'y rester. Donc, non, après, en IFSI, j'interviens pas. Voilà, maintenant, je suis cadre, donc je suis encore dans d'autres trucs. Je suis invitée quelquefois à des congrès, comme ici, donc c'est très bien. Maintenant, sur le public, je sais pas. Après, en IFSI, je pense que ça leur parle pas, en fait. École de puère, je suis intervenue en école de puère. Un petit peu les préparer à oui, bien sûr. de leur après, métier. dans Voilà, l'IFSI, pour ça, si je dis une bêtise, l'IFSI, je suis intervenue, mais c'était plus sur, sans présenter la précision des résultats, c'était plus c'est quoi un projet de recherche, quelles ont été mes difficultés, qu'est-ce qui m'a aidé, sur quoi on s'appuie, qu'est-ce qui est intéressant, voilà, plus sur l'aventure PHRI plus que le résultat. Mais oui. Gaëtan Plantefèvre, je suis médecin, réanimateur et je suis responsable du centre de recherche à Argenteuil. D'abord, moi, je tiens à vous féliciter parce que je trouve ça génial. L'idée, la conception, la méthodologie, la manière, tout ce que vous avez fait, je trouve ça vraiment exemplaire. Et j'ai une remarque, c'est vous êtes finalement dans le cas d'hôpitaux comme nous où la recherche, je parle d'un médecin, est difficile à mettre en place quand d'autres médecins n'en ont rien à faire, quand d'autres médecins vous répondent quel est mon intérêt à faire de la recherche. Et finalement, c'est ça la grande difficulté. Et même la publication qui est de grande qualité, elle souffre aussi d'une diffusion qui est assez confidentielle. Moi, je pense que dans mon hôpital, il n'y a pas une infirmière qui parle l'anglais suffisamment bien pour lire ces papiers-là, qui ne connaît même pas le papier dont vous parlez, mais le journal. Et c'est ça aussi la difficulté de la recherche, je crois, c'est de diffuser l'information après. Et que la recherche en soins souffre de ça, c'est-à-dire qu'elle n'est pas diffusée dans le monde infirmier, mais ni dans le monde médical du coup. Enfin, je pense que sur les gens qui en auraient besoin, nous on a de la néonate par exemple, et je pense que malheureusement vos résultats ne sont pas connus de notre service pour ça. J'ai une question, c'est en quoi les médecins, qui peut-être sont plus avancés, en tout cas dans certains endroits, dans la recherche, pourraient aider la recherche en soins. De quoi vous avez eu besoin et que les médecins vous ont effectivement aidé à mener, à construire, et qu'est-ce qui a manqué de la part des médecins dans le service ou même ailleurs pour faire cette recherche au mieux? Alors, j'ai eu beaucoup de chance. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a démarré ce projet, mon chef de service, en l'occurrence, était très disponible. Je lui disais, au début, je ne savais pas chercher des pubs. Enfin, je n'avais pas fait toutes les formations qui existent au niveau de Saint-Antoine sur la recherche biblio, etc. J'avais pas encore fait, j'ai fait tout après, moi. Donc, du coup, on me disait, il faut que tu trouves une publication. Je ne savais pas faire. Moi, j'avais regardé dans la revue Soins infirmières. Déjà, c'était le premier niveau. Et du coup, lui, tout de suite, il m'a fait accéder à ça. Il m'a dit, tiens, regarde, tu vas là. L'accès, tu l'as, parce qu'on a l'accès sur les hôpitaux. Je ne savais pas ça. Donc, il m'a montré comment chercher. Après, j'ai fait une formation. J'ai su faire des mèches, rechercher, etc. Donc, lui, il m'a aidé sur les publications. Des fois, même, je lui envoyais un mail de chez moi. Je lui disais, je savais qu'il était de garde. Je lui disais, tiens, j'ai besoin de ça. Ah, il me l'envoyait dans l'heure, quoi. Il m'envoyait le PDF dans l'heure, donc ça m'a beaucoup aidé. C'est quelqu'un qui manie bien l'anglais, donc des fois sur des termes en anglais, il m'aidait aussi. Et voilà, et comme ma cadre de l'époque, ils étaient à la juste distance, quoi. C'est-à-dire que je travaillais beaucoup avec le principal tuteur, c'était quand même Judith et Lurk. Hein. Enfin, faut être clair sur toute la méthode, etc. On avait des espèces de confrontations où il me disait, mais pourquoi tu veux étudier ça? Qu'est-ce qui le justifie?
qu'est-ce que tu as comme biblio, etc. Et que petit à petit, en fait, je progressais. Moi, je me disais, ah oui, d'accord, attends, si je leur parle de ça, il faut que j'arrive avec de la biblio, parce que sinon, ils vont me dire, ça sert à rien. Donc voilà, donc j'avançais comme ça. Et voilà, le médecin, il était tuteur. Et puis, dans des relectures, je ne lui faisais pas 10 milliards de relectures, parce que je savais qu'il n'avait pas que ça à faire non plus. Mais par contre, quand il me faisait une relecture, il me faisait une vraie relecture. Et puis, il était aussi stratège, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup publié, donc il sait comment publier. Après, le médecin, il savent publier en médecin, mais en paramédical, c'est aussi... c'est pas la même façon d'écrire, etc. Donc voilà, il y avait ça. Et puis après, dans les inclusions, ils étaient juste géniaux, quoi. C'est-à-dire que quand il y avait des jumeaux de 29 semaines qui naissaient, j'avais limite un SMS en me disant il y a des 29 semaines qui arrivent demain matin, quoi. Ok, j'arrive. Donc voilà, ils venaient chercher. Ouais. Elle a été de garde pendant 1 an, hein, quand même, il faut le savoir. C'est vrai. Des personnes qui peuvent Mais en même temps, ils tester. anticipaient, ils le disaient. Un vendredi soir, je partais, ils me disaient en fait, il y a des 29 semaines en salle de naissance. Ils sont pour toi. Donc voilà, et ils en parlaient même aux parents. Ils disaient vous allez rencontrer une infirmière pour une étude. Après, on s'était accordé aussi que j'allais pas les voir pour le consentement avant qu'ils aient eu des infos médicales. Parce que je trouvais que c'était contexte de prématurité, c'est souvent inattendu, c'est pas souvent très fun, enfin comme l'hôpital. Mais voilà, donc moi je préférais qu'ils aient vu d'abord un médecin qui donne un peu des nouvelles de l'enfant, et après j'arrivais bonjour. Donc voilà, donc ça ils jouaient le jeu aussi, de me dire, je leur disais tu peux pas aller le voir avant que j'aille le voir, et ils y allaient. Voilà, donc ça c'était hyper facilitant, quoi. Et puis ils me demandaient comment ça allait, où j'en étais, etc., quoi. Donc voilà. Après, je pense que vraiment, puis la cadre aussi m'a facilité beaucoup de choses. Hein. Les trucs trop administratifs qui à l'époque m'échappaient complètement, je m'en occupe. Donc voilà, non, c'était vraiment. Et il n'y avait pas, parce qu'il y a aussi ça, il n'y avait pas je pense, de conflit. C'est pas naïf ce que je dis, mais c'est vrai de récupérer le travail de l'autre, de s'approprier, etc. Je pense qu'on était tous à notre place et voilà, on se respectait chacun le travail de l'autre. On fait rien tout seul, donc en fait, on a besoin de l'URC, on a besoin de notre médecin, on a besoin des patients, on a besoin. Je pense qu'on a juste une dernière question. Et après... Alors, ce n'est pas vraiment une question. C'est parce que je vis un peu la même chose que vous. Donc, je suis Palmira Cholinkin. Je suis infirmière dans une unité de recherche clinique. J'étais seule pendant 10 ans dans une unité de recherche. Maintenant, nous sommes 2 depuis 1 mois. Et j'ai osé monter un projet de recherche en psychiatrie parce que je travaille en psychiatrie. J'étais pas seule, j'avais la direction des soins avec moi et mon chef de service qui m'avait permis de faire la formation où vous intervenez, Judith, de FARC Tech à Saint-Antoine. Et effectivement, tout ce que vous avez vécu, je l'ai vécu. J'ai quand même eu des infirmiers qui m'ont aidé pendant ce projet, mais qui ont lâché en cours de route, pas parce qu'elles ne voulaient pas, mais par rapport à diverses raisons qui se passent dans les équipes, que je ne vais pas exposer ici. Mais c'est vrai qu'après, on est dans cette même phase que vous avec l'écriture, parce qu'on n'est pas des écrivains, on va dire, mais ça s'apprend aussi. Et en fait, depuis 3 semaines, on est dans une démarche d'intervention, je ne sais pas comment dire, mais pour pouvoir attirer les paramédicaux dans la recherche. Et je vous assure que c'est hyper compliqué. On parle du principe que vous faites de la recherche, donc ça va perturber le service. Vous faites de la recherche, donc vous avez un cerveau plus gros que le nôtre. Voilà, c'est énormément de choses, de barrières, je dirais, mais pas souvent par rapport à l'encadrement ou encore par rapport au côté médical, même si des difficultés, il y en a aussi. Mais sur le PSV-DEVRA, par exemple, les infirmiers, les médecins, vous voyez bien qu'ils portent beaucoup plus de projets que les paramédicaux à qui on donne une chance de pouvoir participer à des projets de recherche. Donc je pense que, je ne sais pas comment faire, hein, j'ai fait cette publicité de formation, vous l'avez fait aussi auprès de l'établissement, mais je ne sais pas s'il y a des collègues, en tout cas nous sommes 2 pour l'instant ici. Je ne sais pas ce qu'il faudrait faire, mais il faudrait faire quelque chose pour qu'on puisse arriver à étendre la recherche en France, quoi.